Bonjour à vous et bienvenue, chers amis passionnés d'intelligence artificielle. Votre hôte Jean-François Sénéchal, professeur d'éthique à l'Université Laval. Toutes sortes de passionnés de foot et qui s'ennuient du foot ces temps-ci en temps de pandémie mondiale. Comment allez-vous? Hier, en France, retour à l'état d'urgence sanitaire, donc couvre-feu dans plusieurs grandes villes. J'en parle parce que j'imagine que le podcast est en français. Ça se peut que ça se rende jusque là-bas. Québec, Montréal, toujours en zone rouge. C'est comme ça qu'on les nomme à Québec. Confinement, donc toujours 14 dodo. On attend, là, il faut éviter les rassemblements, qu'ils soient privés ou professionnels. Je sais que peut-être là, que vous allez écouter ces épisodes avec un décalage, mais en même temps, il faut un peu documenter ce qui est en train de se passer. Là. C'est assez unique ce qui se passe. Donc peut-être qu'en ce moment, là, au moment où vous allez écouter les épisodes, peut-être qu'on a un vaccin, là, puis qu'on peut enfin aller les 80 000 personnes au Stade de France ou 21 000 au Centre Bell. J'en doute. Mais disons, en tout cas, pas avant l'été 2021, très certainement. Mais donc, pandémie mondiale oblige. Mes collaborateurs aujourd'hui seront à distance. La première, ne vous fiez pas à sa face. Ève Gaumont, spécialiste en droit et en intelligence artificielle. Et là, tu te rappelles-tu pourquoi je dis ça, Ève? Ben absolument, absolument. Pourquoi tu disais ça? J'ai fait une blague que j'avais un... T'es maladroite? Oui, j'avais un look de personne bien organisée et bien rangée, mais j'avais les mains pleines de pouces. Alors que je surfais sur mon look de jeune fille bien propre pour c'est ça. Camoufler le tout. C'est ça que j'ai gardé en tête. Ne vous fiez pas à ma face. Je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Je pense que c'est ça. C'était l'idée derrière cette face-là là, de rigueur et élégance et sérieux. Là, il y avait une jeune étudiante parfois maladroite. C'est ce que j'ai compris. Le deuxième, bienvenue, Ève. Le deuxième, il porte son vélo sur son dos pour éviter que ça nuise à sa moyenne de vitesse. Sais-tu pourquoi je dis ça? Je suis pas sûr de savoir pourquoi. Ben voyons, tu te rappelles pas de ça? Qu'est-ce Tu sais, quand tu te promenais avec ton vélo avec la roue d'en avant, là, levé, là, tu nous disais, faut pas que ça nuise. C'est quoi cette histoire-là? Ouais, ok. Oui, ben c'est parce qu'il y a un capteur de vitesse, puis j'ai une moyenne. Fait que là, quand je roule en trop bas, ben ça la scrape la moyenne. Puis là, juste le simple fait de déplacer un peu ton vélo, tu voulais surtout pas que ça nuise. Je m'arrange pour pas que le capteur détecte une vitesse trop basse pour ça. Stratégie. C'est très stratégique. Peu utile, un vélo sur le dos, par contre. Là, mais... Ouais, mais c'est les nouveaux capteurs, maintenant, ils ont adapté ils ont intégré quelque chose pour faire ça. Là. Moi, c'est parce que mon vélo, il y avait comme une dizaine d'années. Fait que là, j'ai changé de capteur et je fais plus ça. J'ai arrêté ça. Bon, il faut arrêter ça. OK, aujourd'hui, retour, donc débriefing, une rencontre fort instructive avec Justine Dima. Je vous rappelle peut-être le but de ces épisodes de type le débriefing. Le but, rappelons-le, le but de l'entreprise qui est IA Café, c'est pas seulement de vous informer, de vous permettre de rencontrer le temps d'un café, les experts de l'IA. Oui, c'est ça que je dis là, à mes invités. Mais c'est pas seulement ça. Le but, c'est de développer, nous aussi, notre propre expertise. Hein, une expertise qui est à la jonction des champs d'expertise de nos invités, mais aussi de nos propres champs d'expertise. Donc, ce que vous vivez là, en écoutant les debriefings, c'est ce que vous vivez le live en direct, la construction de notre expertise transdisciplinaire, avec ses grandeurs, ses misères, ses hésitations, nos questions, nos marottes. Hein. Des fois, là, au début, on a nos propres préjugés, préconceptions. On répète, on conteste, puis tranquillement, on améliore tranquillement notre champ du savoir. Donc, pendant ces épisodes, oui, nous analysons le discours des experts, mais on tente surtout de réfléchir à voix haute, en improvisant un peu, en tirant des leçons et en tentant tranquillement là, d'arrimer
nos champs d'expertise avec ce nouveau champ d'expertise qu'est l'intelligence artificielle. Pour aujourd'hui, le débriefing, je me suis inspiré, oui, de notre entrevue que nous avons faite avec Justine Dimas, mais aussi l'entrevue que Justine a faite avec David. David, c'est à l'épisode, je l'avais pris en note, c'était à l'épisode 10, hein, David, d'Open Layer. Ça ressemble pas mal à ça. Oui, épisode 10 de notre podcast ami. C'est comme ça que je l'appelais, Open Layer. Donc, allez écouter ça. Sinon, je me suis servi de ces deux épisodes-là pour concevoir le contenu d'aujourd'hui. Justine Dimas, donc. Justine nous parle de plusieurs choses. Donc, Eve, David, là, si ça vous tente de m'interrompre, n'hésitez pas. Elle nous parle de IA en entreprise, de management, de gestion, de ressources humaines. Parmi les exemples d'applications qu'elle va mentionner, l'idée de sélection de CV pertinents lors de processus d'embauche. Des applis qui nous permettent de rechercher des candidats là, via les nombreux LinkedIn de ce monde et toutes sortes de banques de données qui sont dans ce milieu. Analyse de CV, donc des IA qui nous aident à analyser plus rapidement et de plus nombreux CV pour aider le candidat à cibler des emplois et pour l'employeur aussi, là, des employés potentiels. Suggérer, ça c'est un autre exemple qu'elle donnait, suggérer des réorientations de carrière en fonction des nouvelles compétences acquises. Donc des IA qui épluchent les CV en construction, puis tranquillement des IA là, qui peuvent proposer des nouvelles, pas des nouvelles compétences, mais des nouveaux emplois, peut-être, étant donné qu'il y a des nouvelles expériences puis des nouvelles compétences là, qui s'ajoutent progressivement à ces CV là, qui sont là en ligne et qui résident dans certaines banques de données. Concernant les conséquences de l'intelligence artificielle, donc j'aime toujours ça là, aborder avec l'invité les conséquences positives, les conséquences négatives anticipées, là, donc le potentiel d'un côté, les craintes. J'essaie toujours d'aller voir les deux côtés de la médaille, voir quel côté là, fait le plus de sens pour notre invité, puis quelle part il voit de part et d'autre. Parmi les conséquences positives anticipées par Justine, il y avait l'idée que ces IA étaient au service de accroître l'efficacité de l'entreprise. Hein. C'est pas le seul domaine où c'est une des principales conséquences positives anticipées. Donc, accroître évidemment la croissance économique, que ce soit dans la compagnie ou du domaine en général. Dans le cas de Justine, elle nous parlait aussi des applis qui servaient aussi à améliorer la santé des travailleurs, améliorer les conditions de travail. Donc, permettre aux travailleurs de se concentrer sur des tâches plus humaines, donc des applis qui font les tâches un peu plus aliénantes, difficiles, lourdes. Puis, ça permet aux employés de se concentrer sur des tâches plus soft skills, là, donc relations, aide, soutien, empathie, là, nommez-les. Autre conséquence positive anticipée, accroissement de la fiabilité des tâches accomplies. Donc, des applis qui nous aident à être plus certains que les tâches qui sont accomplies ont moins d'erreurs. Donc, réduire le nombre d'erreurs, réduire, encore une fois, le nombre de tâches difficiles et répétitives qui peuvent mener à certaines erreurs. Donc, ça, c'est les conséquences positives anticipées dans le domaine des RH, de l'intelligence artificielle. Du moins, c'est celle que j'ai recensée. Conséquences négatives maintenant. Ben oui, il y en avait, c'est sûr. Donc, des applis, oui, AI qui servent à faire tout ça, mais en même temps, des applis qui peuvent aussi contribuer à l'épuisement des travailleurs. Donc, qui peuvent
qui ont parfois du mal à s'adapter aux changements technologiques. Donc, c'est sûr que l'IA, là, c'est une couche de plus, là, déjà, qui avait de la difficulté à s'adapter avec des changements. Un vieil employé qui a de la difficulté à s'adapter à l'idée même de taper sur son ordinateur. Là, on ajoute l'AI à tout ça. Il n'y a rien pour alléger sa journée. Accroissement du temps de travail, parfois exploitation des travailleurs. Donc, ça aussi, ça avait été mentionné. Chez les travailleurs, ce qui avait été mesuré, l'anxiété, des fois la peur de l'inconnu, du changement, c'est quelque chose qui revient avec n'importe quelle technologie là, qui rentre dans l'industrie. Dès qu'on tente de changer, dynamiser, accroître la production, c'est sûr que ça peut s'accompagner de tout ça. Autre conséquence négative, privilégie la technique, parfois au détriment de l'humain. Donc, une façon de concevoir le travail autour de la technique, accroître, suppléer par des machines, puis parfois au détriment du bonheur et du bien-être, et je dirais de la qualité de vie peut-être des humains qui y travaillent. Elle mentionnait aussi des risques en matière de confidentialité. Ça, c'est des risques là, qui semblent transdomaines. On les retrouve. La protection des données confidentielles, protection des données sensibles. D'ailleurs, Ève, en matière de droit du travail, j'imagine qu'il y a des lois, des normes, des règles peut-être là, qui balisent tout ça, qui empêchent les abus, qui protègent les travailleurs. As-tu pensé à... Ça t'a-tu fait réfléchir à tout ça, là, l'idée de... On a beau dire que les travailleurs, l'AI peut nuire à leurs droits, mais j'imagine que le droit a aussi des outils là, pour protéger les travailleurs. Est-ce que c'est un axe de réflexion qui t'intéressait, Ève? C'est certain que toutes les questions, quand on s'est intéressé à la question des biais, puis ça semblait être l'une des principales problématiques qui émergeait, ça soulève des questions qui ne sont pas du tout nouvelles. Évidemment, c'est pas depuis qu'on a mis un algorithme dans cette histoire-là que miracle, c'est la première fois qu'on entend parler de discrimination. La discrimination, c'est un enjeu de toujours. Puis, on peut appliquer les mêmes remèdes et les mêmes recours qu'on avait si c'était un patron qui décidait qu'il n'embauchait pas de femmes, mais on pourrait utiliser le même mécanisme pour décider qu'un algorithme qui n'embauche pas de femmes, c'est discriminatoire, parce que dès lors que ça produit un effet discriminatoire, on peut utiliser ça. Par contre, quand on vient aux normes du travail, aux lois, au code du travail, rapidement comme ça, je ne vois pas nécessairement c'est vraiment pas mon champ de spécialité, là. Possiblement qu'il y en a une pléthore que je réalise pas, mais c'est sûr que c'est pas ton champ d'expertise non plus, le droit du travail, mais tu sais, la dimension droit est toujours là, c'est-à-dire que peu importe les dangers qu'on va soulever, peu importe la technologie, tu sais, je l'ai vu, là, on le voit dans les AI, mais je l'ai vu dans d'autres technologies, peu importe les dangers qu'on va soulever, à la fin, on peut pas tout faire non plus. Tu sais, il y a des questions de droit, il y a des questions on peut bien imaginer la pire des exploitations, mais les travailleurs ont des droits. Je comprends à la limite, on pourrait éliminer les droits des travailleurs, mais il y aurait des manifestations dans les rues. Donc, le droit, c'en est une balise importante qui permet de contenir, je dirais, les craintes qu'on peut avoir à l'endroit de ces technologies-là. Oui, puis là, tu vois, en y repensant un peu plus, oui, il y a aussi santé mentale, enjeux de surveillance, enjeux de droit de déconnexion, tout ça. C'est des questions qui sont hyper d'actualité, particulièrement avec le contexte pandémique. Surveillance, je sais qu'il y a des employeurs puis on le voit aussi beaucoup auprès des étudiants, par exemple, des examens qui sont faits sous caméra, 100%, pas le droit de sortir, pas le droit de bouger, des gens qui se font... J'ai vu des examens du barreau aux États-Unis, des gens qui perdent leur champ. Tu sais, c'est hyper stressant pour ces gens-là, puis ils font juste lire les questions à haute voix en regardant... admettons, puis l'algorithme reconnaît qu'ils parlent et donc qui possiblement trichent et ils coulent leur examen pour tricherie, ils ne peuvent pas nécessairement se réinscrire au barreau. Ça a des conséquences excessivement importantes, toutes ces questions de surveillance-là par algorithme, par caméra, par technologie quelconque. Puis ça, on pourrait considérer dans un contexte de travail que ça
Est-ce que ça pourrait pas être du harcèlement d'un patron qui voudrait à 100% toujours que, Ben, en tout cas, à l'université, c'est comme ça que J'ai c'est. pensé à ça. Vas-y, David. Moi aussi, j'ai vraiment pensé à ce que tu viens de dire, que justement, on a vu beaucoup pendant la COVID des apparitions de logiciels qui permettaient de littéralement tracker chaque petite chose qu'un utilisateur fait sur son ordi jusqu'à tout faire, savoir c'est quoi son rendement, puis d'y proposer un rendement comparatif aux autres membres de son équipe. Je ne sais pas si c'est du harcèlement, genre axé sur la performance, dans le sens que si t'es pas bon, je te renvoie. Tu as toujours peur de te faire renvoyer constamment puis d'être évalué. J'imagine même pas le stress psychologique que ça peut être pour ce genre d'individu-là. Là. Ben c'est ça, mais c'est-à-dire que c'est intéressant les exemples que vous donnez. C'est-à-dire que la technologie est là, nous permet de faire plein de choses, mais y compris de surveiller, d'épier. On voit l'exemple des examens ou l'exemple des travailleurs là, qui se font épier ou surveiller au bureau. Mais c'est pour ça que je posais la question du droit. C'est-à-dire que les travailleurs ont des droits, puis à la limite peuvent contester ces technologies-là s'ils sentent que leurs droits sont bafoués. Là. Donc, même chose pour l'université. Si on veut, je ne sais pas si vous avez des examens comme ça, mais des examens où on vous oblige à ouvrir votre caméra, même des cours qu'on vous oblige à ouvrir votre caméra. Ben oui, la technologie est là, mais en même temps, j'ai des droits. Puis si je veux être tout seul dans ma chambre chez nous sans que le prof regarde dans ma chambre, je pense que j'ai quelque chose à plaider ici là, en matière de droit. Là. Je pense que ça crée quand même beaucoup de préjudices aussi là, pour certaines personnes. Là. Par exemple, mettons que je n'ai pas de caméra parce que je n'ai pas les moyens de me payer une caméra parce que je suis un étudiant qui a beaucoup de moyens. Puis là, il faut que j'achète une webcam. Mon ordinateur est vieil, c'est pas une bonne résolution. Puis là, ben, j'avais déjà besoin d'acheter un ordi. Fait que, j'ai l'impression qu'il y a quand même des étudiants en situation précaire qui sont encore plus dans une situation précaire. Puis que l'université, j'ai pas l'impression qu'elle s'est positionnée par rapport à ça. Puis moi, j'ai quand même un inconfort aussi. Là, quand je disais, le message que la faculté de sciences et génie a proposé par rapport à l'évaluation des examens, c'est quand même intense dans tu sais, quelqu'un pourrait justement, littéralement, je ne peux pas être dans une pièce ouverte, il faut que je sois dans ci, il faut que je sois dans ça. Ouais, mais j'ai pas les moyens de me payer un bureau dans ma chambre. Il y a beaucoup de conditions qui font en sorte que je me sens pas à l'aise par rapport à cette position-là venant d'une institution qui est censée avoir de la réflexion autour d'enjeux. En tout cas, c'est des enjeux. Je sais pas. C'est des enjeux très, très concrets, tout ça. Puis on voit que la technologie est là, elle peut nous aider. Mais c'est ça, là, ça reste qu'à la fin, les abus, là, les étudiants ont des droits, les travailleurs ont des droits. C'est pour ça que cette piste-là, elle reste intéressante. Puis j'imagine qu'on va l'avoir aussi avec d'autres invités. C'est-à-dire que peu importe les craintes, il y en aura toujours, là, mais les droits qu'on a en ce moment, c'en est une balise importante là, pour nous protéger des craintes qu'on peut. Si on a peur d'être réduit à l'esclavage, ben oui, je comprends que c'est une crainte, là, mais en même temps, on a des droits. Puis si on a vraiment peur, on peut encore engendrer de nouvelles lois pour nous protéger de ces abus-là. Mais les lois très générales, là, nos droits, les libertés, les grandes chartes sont là aussi pour protéger, peu importe la technologie qu'on va mettre en place. Là. Mais il faut quand même se rappeler qu'en matière de travail, c'est toujours des négociations qui ne sont pas faciles. Instaurer du droit très en faveur des travailleurs, ça récolte quand même certaines oppositions du milieu plus patronal. Oui, c'est vrai. Sans vouloir rentrer dans un débat trop anarcho-syndicaliste, mais quand même, somme toute, ce sont des lois qui ne sont pas faciles à modifier les lois du travail. C'est vrai. Tu fais bien de mentionner cette tension-là parce qu'on la sentait aussi avec ce débat-là. Tu sais, c'est AI, travail, puis tout à coup, on sentait que l'AI pouvait facilement être au service plutôt du côté patronal, puis dans le côté des craintes, il y avait des craintes pour les travailleurs. Donc, on est dans cette bonne vieille là, dynamique. Là. On n'y échappe pas. On réinvente toujours pas la roue. Non, pas cette année. Côté des biais, tu as mentionné les biais tout à l'heure, Ève. Oui, Justine parlait des biais. J'ai fait une recherche, moi je me suis amusé un peu sur les principaux biais lors du processus d'embauche. Tu sais, parce qu'avant de dire c'est quoi les biais des AI, il faut voir c'est quoi nos biais humains là, lorsqu'on fait des embauches. Puis j'ai pas eu le temps de discuter de ça avec Justine. Mais lorsqu'on regarde le principal biais là, qui était cité dans les études là, que j'ai pu consulter, c'était le biais, ils appellent ça le biais de similarité, là, c'est-à-dire que on a tendance
puis c'est encore plus évident là, lors du processus d'embauche, c'est qu'on a tendance à juger plus favorablement des personnes qui nous ressemblent. Donc, c'est pas une surprise, là, mais on aime mieux les personnes qui nous ressemblent. OK? Donc, la contrepartie de tout ça, c'est qu'on a tendance à juger défavorablement des personnes qui ne nous ressemblent pas. Donc, on a tendance à s'associer à ceux qui... Ah, j'ai entendu un son. C'était quoi ça? Je ne sais pas, j'ai entendu un son. Courriel de quelqu'un, je pense. C'est peut-être moi. Donc, on a tendance à s'associer à ceux qui nous ressemblent, puis à nous distancier de ceux qui nous semblent différents. Donc, c'est toutes des catégories qu'on construit, là, mais dès lors qu'on a une catégorie qui est en fonction, je ne sais pas, du sexe, de l'apparence, de la classe sociale, de la couleur, tout à coup, là, on se met à se rapprocher des gens qui... C'est un biais, là, donc c'est pas intentionnel, là, mais malgré nous, on se rapproche des gens qui nous ressemblent, puis on va s'éloigner des gens qui nous ressemblent un peu moins. Il y avait un exemple que, dans un des textes, il dit si vous arrivez à un processus d'embauche, puis que les 3 hommes assis à la table sont chauves, puis que vous avez des cheveux, et que vous êtes une femme, courez de là. C'est à ce point-là. Là. Donc, et si vous êtes un homme, courez, vous lui disait, vous pouvez vous faire raser le coco, là, si vous le savez, là, ça peut aider, du moins il y a un biais favorable dès lors que tu ressembles un peu à ceux et celles qui sont dans le processus d'embauche. D'ailleurs, j'aborde ça dans mon cours, puis pour m'amuser un peu, je laisse mes étudiants jongler avec ce genre de concept-là. Les biais, on les voit en éthique. Puis je leur dis toujours, le danger avec les biais aussi, c'est de reconnaître qu'il existe chez l'autre, mais pas le reconnaître qu'il existe chez soi. C'est-à-dire que c'est les autres qui... Ouais, je comprends ton histoire de biais, là, mais moi, je suis un peu à l'abri de tout ça, puis je leur dis toujours, c'est ça que vous pensez à l'abri de ce biais-là, mais je vous ferai remarquer que sur 30 équipes dans mon cours, là, dans des travaux d'équipe, il y a, j'ai calculé encore cette année, il y en a 28 là, du type je m'appelle Joe Tremblay, puis j'aime jouer au hockey, puis il y a 6 équipes là, du type je m'appelle Ahmed, puis j'aime un peu plus le foot, là. Puis il y a toujours 2 équipes de filles aussi. Donc, tu sais, on pense être à l'abri de ces biais-là, là, mais dès lors tu laisses les gens un peu libres, là, puis ils ont juste accès au nom. Là. Souvent, c'est des biais de similarité. Souvent, ils n'ont jamais vu la personne, ils n'ont pas encore vu les avatars des personnes, mais juste par le nom, quand ils constituent, c'est eux qui sont libres de constituer les équipes. Là. Donc, tranquillement, on se retrouve avec des belles équipes qui reflètent assez bien là, ce biais de similarité-là. Là. Donc, nous avons tendance à nous associer à ceux qui nous ressemblent. Il y en a qui appellent ça, là, la façon la plus savante, là, si vous cherchez du texte ou des textes à ce sujet, ils appellent ça les biais d'accentuation intercatégorielle. Donc, accentuer l'intercatégorie. Puis, le biais d'homogénéisation intracatégorielle. Donc, on essaie tranquillement que notre groupe soit de plus en plus homogène et petit et du même, puis tranquillement d'écarter les gens qui nous semblent différents, les gens qui nous semblent, c'est ça, on a constitué des catégories, puis tranquillement on écarte ceux et celles qu'on pense à l'extérieur de nos propres catégories. Donc ça, c'est ce qui se passe, mais j'imagine que les biais là, sont là. Je pense que c'est Mme Degan là, qu'on va voir dans le prochain épisode qui, elle, nous disait les biais, les AI ont des biais, mais il n'y a pas pire monstre que des humains. Là, c'est-à-dire que les humains, ils en ont plein. Là. Donc, j'imagine, David, techniquement, est-ce que tu as déjà pensé ou discuté de ça avec tes pairs? Comment on peut faire, une fois qu'on a constaté qu'il y avait des biais, là, comment on pourrait s'y prendre pour corriger techniquement ces biais-là? C'est-tu possible, ça? Il y a des méthodes qui existent. Je ne suis pas un expert là-dedans. Mes travaux ne se portent pas beaucoup sur ce sujet-là, étant donné qu'avec avec quoi je travaille, je suis moins confronté à ce problème-là. Par contre, je sais que de plus en plus, il y a justement, pour y aller avec mon expertise, moi, je travaille beaucoup finalement avec des données textuelles. On utilise des outils qui s'appellent des plongements de mots, qui sont sensiblement des plongements? capturés. Oui, plongement de mots. En anglais, word embedding, puis une traduction en français qui est plongement de mots, qui est finalement dire un mot
je peux le représenter de façon vectorielle dans un espace pour pouvoir faire des manipulations mathématiques. Finalement, c'est ça l'objectif. Ça reste qu'un ordinateur, c'est purement des nombres et des mathématiques. Donc, puis il y aurait un biais dans la façon, dans ces plongements de mots-là, en fait, qui serait, là, ce que j'ai lu sommairement, qui serait relié en fait au fait qu'il y a principalement qui écrit des textes, souvent, c'est plus qu'une concentration masculine, souvent. Donc, les hommes utilisent un vocabulaire qui est différent que des femmes, souvent, la façon qu'ils vont écrire. Donc, ces mots-là seraient, en fait, il y aurait un biais de genre qui serait implicite dans ça. C'est à la vue de ce que j'ai lu. Ce qui semble faire du sens, là, sans avoir lu tout l'article au complet. Là, je suis allé quand même plus en diagonale. Puis ça me semble être justifié, étant donné qu'on regarde historiquement, c'était quasiment juste des hommes qui écrivaient des livres, puis ben, c'est entre autres du contenu qu'on utilise, Wikipédia, des choses comme ça, qui semblent être souvent plus des auteurs masculins. Donc, pour corriger ça, ce qu'on propose, il y a plusieurs méthodes qui sont proposées, qui sont donc, si tu vois un biais, c'est possible de le corriger. Ouais. Si je te dis, telle appli, elle a tendance, disons, on revient aux ressources humaines, on a tendance à engager 1,224 plus d'hommes, toujours bien moyen d'agir sur ce 1,224 là à la baisse, non? Ben, c'est pas juste comme des nombres qui se mettent comme ça. De ma compréhension, là, c'est pas juste comme tu arrives à la fin, parce que tu sais, il faut toujours se remettre en contexte qu'on parle, mettons, on parle dans les modèles qui sont actuellement plus en vogue, là, qui sont du machine learning, qui sont des modèles de deep learning qu'on va souvent entendre parler. Ça, ce que ça veut dire principalement, c'est qu'il y a quand même c'est des modèles qui sont souvent plus difficiles à interpréter pour un humain. On va utiliser ce terme-là. Ce n'est pas impossible, mais il y en a qui sont à un niveau que ça a peu de sens pour un humain, puis c'est difficile de capturer cette essence-là. Par exemple, la reconnaissance faciale, c'est l'exemple que je donne toujours. Pour lui, l'image, tu vas regarder finalement les images, les pixels pour lesquels le modèle va s'intéresser. Tu vas regarder ça pour un humain, puis c'est juste des points noirs et blancs. Ça ne veut strictement rien dire. C'est très difficile de comprendre qu'est-ce qu'il veut faire. Donc, de dire, il y a où le biais là-dedans? Bonne chance. C'est plus avec les résultats qui vont être générés que là, on va analyser. Puis c'est là qu'on peut voir finalement que ce soit une étape un audit sur des algorithmes, une étape de validation dans le temps, une espèce d'interréalité qui pourrait se rajouter sur ces modèles-là. C'est là qu'on peut voir qu'il y a des biais qui sont implicites dans ça. Puis de toute façon, il faut toujours se rendre compte qu'actuellement, les méthodes qui sont surtout en vogue, qui sont utilisées par le marché, sont souvent des méthodes qu'on appelle supervisées. Donc, ce sont des données qui sont créées par des humains. Ce qui veut dire que les biais humains vont se retrouver dans les données. Puis les méthodes supervisées utilisent beaucoup justement le concept de biais. C'est avec ça qu'on arrive à apprendre, c'est les biais. Parce que c'est comme ça qu'on arrive à apprendre à comprendre les différences en des trucs. Puis c'est là-dessus que la théorie repose quand même beaucoup. Donc, s'il n'y a pas de biais, il n'y a pas vraiment d'apprentissage dans ce modèle d'apprentissage-là. Il y a d'autres modèles qui permettent d'aller chercher d'autres choses. Donc, je t'ai rendu où? Je t'ai dit, oui, c'est ça, les biais. Il y en a. Il y en a qui sont moins néfastes que d'autres. C'est surtout quand on va s'intéresser au genre, discrimination par rapport à l'ethnie, la religion. Oui, c'est vrai. Ceux-là qui peuvent créer les revenus aussi. Donc, il y a différentes méthodes qui, entre autres, par exemple, de dégenrer, si on veut. Par exemple, j'ai des données, des CV féminins, des CV masculins, puis je swap le genre. Fait que je donne une mauvaise information à mon modèle pour lui dire ça devrait être un féminin, mais je te dis que c'est un masculin. Okay. Essaie de ne plus faire la différence par rapport au genre, mais par rapport au contenu. Okay. C'est des méthodes qui existent. Il y en a d'autres qui peuvent être utilisées. Fait que finalement, c'est un peu de créer de la confusion autour de variables qu'on ne voudrait pas que le modèle utilise pour finalement faire sa catégorisation. Par exemple, parce que des fois, les modèles peuvent utiliser des variables pour catégoriser, pour finalement arriver à une conclusion qu'on ne s'attendait pas qu'elle ait utilisée. Par exemple, il y a un cas qui est arrivé que c'était sur des photos. Puis, il y en avait qui avaient pris le jour et la nuit. Fait que le modèle avait juste fait « Ah, c'est photo jour, c'est la classe A. C'est la photo de nuit, c'est la classe B. » Le modèle n'a pas appris qu'est-ce qu'il voulait. Fait on pourrait créer de la confusion autour de ça pour qu'il ne s'intéresse plus à cette variable-là et que ce soit plus important dans son processus. Fait que c'est ça qu'on essaie de faire avec les billets pour finalement si on veut enlever cette importance-là autour de ça. Mais je pense que ça va être le nerf de la guerre dans les prochaines années parce que si on veut utiliser l'intelligence artificielle dans beaucoup de contextes, ce problème-là doit être adressé. Que ce soit en assurance, en ressources humaines, dans d'autres applications là, qu'on pourrait penser, il faut qu'on adresse ce problème-là pour pouvoir aller plus loin, je pense. Mais c'est ça qui est intéressant, il me semble, avec ce débat-là, c'est que
Les biais ont toujours existé, c'est-à-dire qu'on les a pas inventés, mais là, on a des machines qui nous permettent de nous les révéler peut-être avec encore plus d'acuité. Là. Il est in your face. Là. Vous pensez que vous n'avez pas des biais, il y en a un. Là. Puis voilà à quoi ça ressemble, puis voilà comment on pourrait peut-être le résoudre. Je pense que le défi, c'est davantage de le mesurer, de l'identifier, de le reconnaître. Puis éventuellement, on peut mettre en place des outils pour agir sur ces biais-là. Je pense que c'est plus l'idée. Là. Ouais, je pense que ça pourrait mettre dans... Oui, vas-y. Vas-y. En fait, je poserais une question. Je rebondirais sur ton exemple, David, des tanks là, le jour et la nuit. Là. Ouais, c'est ça, c'est des tanks sur les photos. Là. Mais tu sais, ça, c'est une chose. Ça, c'est une forme de quoi biais. T'appelles des tanks? C'est des chars d'assaut. Les photos, c'est des photos de chars d'assaut que l'armée avait pris. J'avais pas dit char d'assaut, mais c'est des photos de jour et nuit de chars d'assaut. En fait. OK. Mais c'est ça. Ouais, dans le fond, c'est ça. C'était comme les chars d'assaut. Tu reconnaissais les chars d'assaut américains s'ils étaient pris de jour, puis les chars d'assaut russes s'ils étaient pris le soir, genre. Ou quelque chose du genre. Puis là, c'est clairement un billet de données. Là. C'est juste que l'informaticien ou le gars qui a programmé ça, il avait comme pas vu les biais dans ces données, puis il n'y avait pas un échantillon de données, puis là, c'est pas mon vocabulaire, mais un échantillon de données représentatif. Mais est-ce qu'il y a aussi une autre catégorie de données qui ne sont pas des biais? Tu sais, tu peux avoir les données les plus représentatives, la meilleure qualité de données du monde, mais c'est la société en elle-même qui est biaisée, puis est-ce qu'on les traite de la même manière? C'est une excellente question. À ma compréhension, il y a beaucoup de travaux qui commencent à se porter là-dessus. Parce que je pense que c'est un double volet. Il y a le volet aussi, quand même, comme tu soulèves le point, que la société génère des biais par la construction sociale, de comment on voit la représentation de l'homme et de la femme. Là. Je pense qu'on embarque complètement dans un autre volet aussi. Mais sommairement, il y a un comportement qui est attendu différent d'un homme et d'une femme en général dans la société. Donc, ça va se refléter, que ce soit, mettons, une montre intelligente, ça va se refléter quand même dans les données qui sont générées par cette montre-là, parce que je n'ai pas le même genre d'activité qu'une femme. Donc, il y a quand même il y a un biais qui va être induit à travers ça. Fait que comment on adresse le problème, je pense que c'est une très grosse question qui va être à répondre dans le futur, puis qu'on est encore au balbutiement de tout ça. Puis est-ce qu'on doit juste adresser le problème au niveau des algorithmes, ou on ne pourrait pas dire aussi en même temps, c'est une façon, ces algorithmes-là, de nous faire une critique par rapport à nous-mêmes en tant que société sur comment on agit par rapport à nos gens, que ce soit à l'embauche, que ce soit dans les conditions qu'on offre à des emplois, les types de compétences, est-ce qu'ils sont vraiment les mêmes entre les deux genres, le sexe, entre le salaire aussi. On est capable de clairement faire sortir des tendances que peut-être on n'était pas capable de sortir avant et de se donner une critique et d'utiliser les algorithmes pour faire ça, puis ensuite les corriger, puis est-ce qu'on pourrait adresser en même temps le problème au niveau de la société sur ça, pas juste dire comme on a corrigé le biais pour l'algorithme, ouais, mais ça change pas quand même que d'autres entreprises qui engagent avec le même pattern. Fait que c'est peut-être une façon de travailler sur deux niveaux pour corriger ça et pas juste pointer du doigt la machine, mais aussi se pointer du doigt, comme qui est l'exemple plutôt là, que tu parlais justement, on est bon pour pointer les biais des autres, mais pas se pointer soi-même. Bien, l'algorithme peut faire entre autres ça, justement. Là, il peut nous pointer nous du doigt et dire qui a fait ça. Puis là, on est comme non, mais c'est pas moi, on va corriger l'algorithme, ça va être correct. Il y a comme une façon d'éviter un peu, je pense, la question de société, puis de pitcher ça juste du côté informatique des algorithmes, là, à mon sens. Mais elle est là quand même, là, socialement. C'est-à-dire que c'est la société qui doit d'abord reconnaître, disons, si on prend le racisme, là, c'est la société d'abord qui doit reconnaître que les différentes races doivent être traitées de la même façon. Puis une fois qu'on a reconnu le principe, bien là, on peut rentrer jusque dans les données puis voir, bien, c'est drôle, mais cet algorithme-là ne tient pas compte de ça. Il ne semble pas traiter les races de la même manière. Donc, d'abord, ça prend le constat et la reconnaissance sociale, puis après ça, on peut redescendre jusqu'à l'algorithme. Sinon, on n'a pas les outils intellectuels, sociaux, moraux, même pour dire l'algorithme, il fonctionne mal. C'est socialement là, que ça se détermine d'abord. Puis après ça, on peut sauter dans les données. Un autre thème que je voulais aborder, c'est celle, c'est sûr qu'elle parle de la difficulté, Justine parlait de la difficulté d'éduquer les algorithmes, puis donc ça m'a fait réfléchir à toutes sortes de choses, c'est-à-dire que la question de l'éducation est là aussi avec les humains. Là. C'est-à-dire qu'éduquer des algorithmes puis éduquer des humains, il y a des parallèles qu'on peut faire. Là. Donc, les algorithmes sont... Comment on les éduque? Pour l'instant, on les éduque
surtout en fonction de ce que nous sommes. Donc, ça reflète un peu, ça reflète ce qu'on est. Là. Ça nous renvoie une image miroir. Puis, il y en a d'autres qui disent, on ne devrait pas juste les programmer en fonction de ce que nous sommes, mais aussi en fonction de ce qu'on souhaite être. Là. Donc, des algorithmes qui nous renvoient pas juste notre image, mais qui seraient capables de faire peut-être encore mieux que nous. OK? Donc, on les éduque en demandant, c'est ça, d'apprendre à partir de nos décisions, nos jugements. Puis nos jugements sont pleins de... Ici, là, c'est des embauches. Là. Donc, ces jugements, ces décisions-là sont pleins de failles, pleins d'erreurs, pleins de défauts, de préjugés, de biais psychosociaux. Puis, les décisions, résultats qui résultent des algos, bien, c'est sûr que ça ressemble à ça. Là. Des décisions humaines là, avec ses failles, ses problèmes. Donc, ces IA là, ils ressemblent aux humains, mais peut-être un peu trop. C'est ça qu'on semble dire aussi. Là. C'est-à-dire que les AI, on veut qu'ils soient comme nous, mais en même temps, pas trop comme nous. Il faut qu'ils prennent quelque chose de nous, mais le mieux surtout de nous. Puis s'ils pouvaient faire encore mieux que nous, ce serait peut-être mieux. Ce serait peut-être bien. Donc, il y a ça dans le discours. Puis ça aussi, c'est lié à, je dirais, à une crainte. Hein. C'est-à-dire que, d'une part, on veut qu'il nous ressemble, qu'il ne nous dépasse pas trop, qu'il copie un peu ce qu'on est puis ce qu'on fait, puis le genre de décisions qu'on prend. Puis en même temps, lorsqu'on regarde les décisions qu'on prend, sont pleines de failles, de problèmes. Puis là, on demande aux AI de faire peut-être un peu mieux que nous, mais si on continue de demander toujours aux AI de faire un peu mieux que nous, bien, idéalement ou typiquement, à long terme, ils vont nous dépasser. Là. Puis ça fait partie des autres craintes, là, ceux qui triplent là, sur la singularité puis tout ça, là. C'est ça, cette autre tendance-là. Donc, elle est là quand même dans le discours sur l'éducation des algorithmes. Faire en sorte que les algorithmes copient un peu ce qu'on fait, ce qu'on dit, ce qu'on décide, puis en même temps, peut-être faire encore mieux que ce qu'on fait, dire mieux ce qu'on dit, calculer mieux que ce qu'on fait, puis éventuellement, c'est sûr qu'elle va finir par être mieux que nous, là. Techniquement, là, est-ce que c'est possible de dépasser que ces AI-là nous dépassent si on continue de les éduquer de cette façon-là, ou on devrait se contenter de lui dire fais juste plagier ou fais juste copier nos comportements, va pas trop loin, fais ce qu'on fait, fais-en pas trop. Vous comprenez un peu où je m'en vais avec ça, là? Techniquement, puis juridiquement aussi, comment qu'on peut Est-ce qu'on doit les contenir? Obliger ceux et celles qui programment des AI à faire en sorte que ça ressemble vraiment à des comportements humains avec nos grandeurs et misères, ou tranquillement, on pourrait tolérer qu'ils fassent un peu mieux, un peu plus vite, un peu plus fort, un peu plus loin? Moi, tu sais, je sais pas à quel point là, je réfléchis, mais je sais pas à quel point la métaphore ou la comparaison entre l'humain et la machine est. Tu sais, c'est sûr que si on a l'impression qu'on reproduit l'intelligence, on peut avoir une crainte. Mais si on fait juste reproduire des micro-tâches, moi, je me réveille pas la nuit pour capoter parce qu'une cloueuse, ça cloue plus vite puis ça cloue mieux que moi. Fait que, tu sais, je me réveillerai possiblement pas non plus la nuit. Je me réveille pas non plus la nuit pour me dire qu'une calculatrice, ça fait des meilleures multiplications que moi. Puis, tu sais, ça, c'est une tâche qu'on attribue à l'intellectuel quand même. C'est pas qu'une tâche matérielle. Calculer, c'est aussi intellectuel. Fait que je pense que tant qu'on demeure dans des tâches précises, l'accomplissement de petites tâches, ça me dérange pas, moi, qu'on soit meilleur que moi. Puis, à la limite même, tu sais, je m'interroge à savoir si... Puis, je suis consciente que le travail informatique se fait sur les deux tableaux, mais est-ce que c'est vraiment plus intéressant d'apprendre à un IA à être non biaisé ou à être transparente? C'est-à-dire que ça ne me dérange pas qu'elle soit tout à fait biaisée puis qu'elle reproduise exactement les mêmes biais que moi, mais si je suis capable de lire les motifs qui ont mené à sa décision puis de voir où sont les biais, bien, c'est une énorme avancée comparée à ce qu'on fait à l'humain où on ne sera jamais capable de voir. Ça va toujours être possible de le camoufler, qu'il y a eu un biais qui
je dirais jamais que c'est parce que c'était une personne arabe qui s'est présentée devant moi que je ne l'embauchais pas. Je vais trouver 1000 autres raisons, mais si mon algorithme, lui, est transparent puis il dit, ben voilà où ça a chopé, voilà la raison pour laquelle on ne l'a pas embauché, ben c'est une avancée énorme, puis c'est mieux, puis l'IA va être meilleure que l'être humain et ça va être positif, et je crois pas qu'il faudrait s'en offusquer nécessairement. Ben, je pense que c'est ça, ça recadre aussi, c'est-à-dire qu'ils vont faire mieux, mais dans certains domaines précis, cumulatifs. Mais à la fin, je pense que l'inquiétude, c'est qu'on ne veut pas que ça dépasse le cumul de ce qu'on peut faire ou certaines fonctions, on veut peut-être se les réserver. Je pense que c'est plus de cet ordre-là. On veut qu'elle cloue plus vite que nous, mais on ne veut pas nécessairement qu'elle décide de nous qui va nous opérer, comment, tout ça. On parle de la santé, qui va nous embaucher, au nom de qui, au nom de quoi, au nom de quelle valeur. Fait que c'est bien, ça recadre un peu là, ce qu'on souhaite. Techniquement, là, toi, David, c'est quoi que tu voyais là-dedans? Ben, il y a beaucoup de choses. Pour continuer un peu sur ce qui a déjà été dit, je pense que tu as vraiment un point intéressant là, de pouvoir dire qu'un AI va pouvoir dire exactement des motifs, là, d'arriver à un optimum là, parfait de dire là, les AI, on la comprend de 100% du début à la fin, on sait pourquoi la décision a été prise. Ça permet, je pense que de pouvoir vraiment quantifier aussi l'impact que ça va avoir sur les gens. Parce que comparativement, je pense à un humain, un AI, la façon dont je pense beaucoup qu'on la voit, c'est qu'elle peut tellement être scalable, elle atteint un niveau de productivité, si on veut, qui est très difficile à imaginer, qu'elle a une influence sur beaucoup, beaucoup de gens, qui peut vraiment changer la vie puis avoir beaucoup d'impact, alors qu'un humain n'a peut-être pas cette même possibilité-là ou cette même option-là d'atteindre ce niveau-là. Fait que, comme pouvoir pointer du doigt, de ne pas être sans impunité. Là. Je pense qu'il y a une négation qui n'est pas correcte, mais d'une impunité de l'AI, je pense que c'est ça qui fait peur un peu, puis qui amène à ce qu'on parle de la singularité, c'est que l'AI, ben, qui va pouvoir y taper dessus, même si ce n'est pas rendu un point de singularité, peut-être, là, qui peut dire, mais oui, mais là, moi, je n'ai pas été engagé, parce qu'il y a eu un cas, si je ne me trompe pas de ça, que j'ai lu, je crois, je ne me rappelle plus qui a parlé de ça, mais j'ai déjà discuté avec ça, que c'est justement un jeune qui n'avait pas... en fait, je pense que je mélange deux choses, mais il me semble que c'est un je pense que c'est toi qui m'avais parlé de ça, de la personne qui est allée en cours, puis qui est décédée finalement, puis elle a essayé d'avoir un travail, puis en cause finalement d'un système de détection automatique sur des offres d'emploi. Je ne sais plus c'est toi, en tout cas, quelqu'un qui m'avait parlé de ça, des offres d'emploi finalement dans une banque, puis qui était sélectionné à travers de ça par rapport à un système automatisé, puis qui était toujours mis en dernier plan parce qu'il y avait eu à quelque part, à un moment donné, une mauvaise entrevue. Puis là, c'était finalement une grosse banque centralisée qui contrôlait toute l'information. Son dossier. Mais ça a bougé sa vie, puis il a fini par se suicider, le jeune. Puis c'est allé en cours. Puis c'est encore en cours, c'est son père qui a pris le dossier. Fait que, il y a un impact réel sur la vie des gens, puis c'est difficile de pointer du doigt c'est la faute de qui. Autant l'humain que je pense la machine dans ce cas-ci. Fait que je pense que c'est un peu ce sentiment d'injustice-là par rapport à la machine, ce sentiment d'impuissance-là qui amène, qui est très véhiculé aussi par les films de science-fiction, qui amène une espèce de crainte de la machine, avec raison. Mais il y a un talk que j'ai écouté avec David Lequin, qui est un éminent chercheur en intelligence artificielle. Il dit, le problème avec la sécurité, il faut comprendre que, bon, avant qu'on atteigne ce niveau-là, au niveau computationnel, la capacité de calculer ça, on est très loin. Là. On a réussi avec le plus puissant calculateur qui existe au monde, là, qui est finalement une ville au complet, qui est juste des ordinateurs, à faire l'équivalent d'une microseconde d'interaction du cerveau en termes de capacité, là, en termes de puissance de calcul à l'échelle, l'équivalent de 0,1 seconde de cette réflexion-là mentale en termes de puissance de calcul informatique. On est très loin d'un cerveau. Là. Fait que c'est très difficile. Ça a pris beaucoup de temps à le faire. C'est pas genre on a fait ça en une seconde, on a fait ça en plusieurs temps pour reproduire cette quantité de travail-là. Fait qu'on est loin de ça. Puis si on arrive un jour à pouvoir créer un AI qui atteint la singularité, ben on peut en créer un autre qui va détruire cette première AI-là. Cette première AI-là. Fait que, on est ça. En tout cas, on commence déjà à penser à ce genre d'affaires-là. Ben, si on en crée un qui peut nous tuer, on peut en créer un qui peut tuer l'autre. Tu sais, faire cette espèce de loop-là de tout le monde. Fait qu'il y a comme où on peut l'arrêter, on peut la shut down. Fait que je pense que c'est juste la peur que ça nous dépasse ou que sa compréhension de l'environnement nous dépasse. Je pense que c'est ça qui fait peur. Parce que là, il y a comme un sentiment comme, hey, mais on est qui, nous, par rapport à ça? Puis ça nous ramène tout, je pense, à notre fondement d'existence qui est plus de société puis d'individu que par rapport à la technologie.
Puis ça remonte à loin quand même. On parle beaucoup multitâche. La conception de multitâche est apparue avec les ordinateurs. Parce qu'avant, on ne disait pas qu'on était multitâche, mais l'ordinateur est multitâche. On a comme essayé de lui-même de se comparer par rapport à ça. Puis se dire, moi aussi, je suis capable de faire plusieurs tâches. Mais c'est apparu assez historiquement dans l'histoire, en même temps que l'ordinateur. Ah oui? On parle beaucoup de mémoire vive, comme mon cerveau, j'ai ça en mémoire. Comme si on conceptualise notre vision par rapport à un ordinateur. L'outil, tranquillement, nous transforme la façon qu'on se comprend, qu'on se conçoit. Exactement. Fait que, je pense que ce combat-là, cette dualité-là entre l'homme et la machine, qui va toujours être présent, puis qui va juste créer une espèce de crainte par rapport à ça. Mais c'est intéressant, les peurs sont là, la peur d'être dépassé. Là, je pense qu'on l'a bien cerné. Donc, elle est là dans le discours un peu, de demander aux machines de faire un peu plus, un peu mieux, puis ça se peut que dans les craintes, là, on dise, faire un peu mieux que qui, puis un peu que moi, puis combien un peu mieux, puis à un moment donné, la crainte, là, c'est la pente glissante, là, on a peur qu'éventuellement, ça se rende jusqu'à une intelligence artificielle qui est capable de faire tout ce que je fais, puis là, de me tasser. Donc ça, c'est la peur d'être dépassé. L'autre peur, je dirais que c'est peut-être une des balises là, qui va revenir, là, c'est la nécessité d'avoir, je pense que c'est l'automatisation de la décision qu'on craint. Là. Un peu comme, je pense, une critique qui pourrait se comparer à la façon qu'on critique l'administration publique, là, où les procédurées, toutes les décisions là, sont prises. On pourrait faire la même chose avec les RH puis les décisions. Là, c'est-à-dire pourquoi on a choisi cette personne-là? Parce qu'il y a un système de tri des CV. On ne rencontre même pas les personnes. Il y a des décisions automatiques par des fonctionnaires qui, bout à bout, là, prennent des décisions. Il n'y a personne qui est imputable. Tout le monde participe au processus, mais personne se commet vraiment humainement. Puis surtout, personne ne va être là pour répondre s'il y a une erreur. Là. Je pense que la crainte pour les AI, c'est un peu ça. Là, c'est-à-dire que si quelqu'un, tu as mentionné ta personne là, qui s'est suicidée à cause d'un dossier d'embauche là, qui était complètement bousillé, qui, à la fin, là, les décisions ont beau se prendre automatiquement, il y a beau avoir une grande partie d'automatisation, à la fin, on va avoir quelqu'un qui va lever la main puis qui va dire, je pense que c'est un peu de ma faute. Là. Je pense que c'est un peu on en a besoin dans le système. Je pense que ça va prendre ça. Là. Puis je pense qu'elle a beaucoup dit aussi, justement, Justine, à un moment donné, quelque part, par rapport à. Même actuellement, c'est un processus humain. C'est difficile de savoir pourquoi les décisions ont été prises d'embaucher ou rejeter une candidature. Fait que là, en plus, on embarque un processus d'automatisation qui va vite parce qu'il y a tellement de CV qui se transitent sur le marché parce qu'avant, il fallait physiquement aller le porter à une place, donc il y avait un temps nécessaire. Maintenant, je peux l'envoyer des centaines dans des banques de CV. Fait que, on atteint un autre niveau qu'on a besoin de faire la comparaison. C'est là que ça devient difficile de naviguer à travers ça, je pense. Puis c'est ce sentiment-là on a dit le mot tantôt de transparence qui va être important, je pense, surtout quand la vie, quand ça a un impact sur l'humain, il va falloir que ce soit transparent. Puis que je puisse, à la limite, pouvoir cliquer, savoir toutes les décisions, qu'est-ce qui ont permis d'arriver à ça. Puis qu'il y a une certification ou un audit qui est fait pour pouvoir dire oui, ce qui est généré par ça, on peut dire pourquoi, comment, puis tu peux aller le consulter. On peut même le corriger au besoin. Là. Exactement. Tu peux le critiquer, tu peux aller il y a un processus qui peut se tourner autour de ça. Je pense que c'est ça qui aurait plus de sens pour la société pour adresser ces problèmes-là puis les craintes. Là. OK. Conclusion, Ève et David, parce que le temps avance. Donc, dans le discours de Justine, à la fin, là, je demande toujours la question des promesses. Là. Est-ce que les AI remplissent leurs promesses? Là? J'aime bien ça, voir où les chercheurs se situent. Est-ce qu'ils pensent que les promesses sont trop ambitieuses puis qu'on est vraiment loin? Ou est-ce qu'on est pas mal rendu là? Il y avait Justine, elle disait que les IA restaient difficiles à intégrer au monde du travail. Ils ont toujours été difficiles. La technologie est difficile à intégrer au monde du travail. On regarde dans la santé avec les fax, il faut croire que c'est difficile, c'est difficile d'intégrer des nouvelles technologies au travail. Les solutions, j'aime ça aussi les aborder avec l'invité. Ces solutions, il y avait l'idée de créer ça revient souvent, là. Dès qu'il y a des problèmes éthiques, créer des comités pour réfléchir aux enjeux éthiques, les intégrer dans les institutions, les organisations, former, éduquer. Ça, j'y reviendrai un peu peut-être au prochain épisode. Là, on en a parlé beaucoup, là, mais
former et éduquer, c'est toujours proposé comme piste de solution, mais ça pourrait être aussi être formulé comme étant un problème. J'y reviendrai peut-être au prochain épisode. Légiférer, ça fait partie des... Quand il y a des craintes, on dit on va faire plus de lois, plus de règles, des règles plus précises, plus contraignantes. Puis, c'est ça, concevoir des AI qui tiennent compte de la dimension humaine, qui sont plus transparentes. Tu vois, transparent, là, ça revient encore, David, t'en parlais. Transparence, être capable d'ouvrir le capot, là, puis aller voir il est où le bobo. On parle de deep learning, là, des fois on a de la difficulté à aller voir c'est où, qu'est-ce qui se passe sous le capot. Éventuellement, je comprends que c'est aussi la force de l'AI de rouler sans qu'on sache exactement c'est quoi les procédures en dessous. Là. Mais éventuellement, il faudrait être capable de développer des systèmes peut-être moins sophistiqués, mais qu'on est capable d'aller au fond des choses pour voir qu'est-ce qui s'est passé. OK, c'est tout. Faut s'arrêter. Merci d'être passé en studio. D'être passé en studio à distance. Merci, Ève. Merci, David. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode d'IA Café. Jean-François Sénéchal en compagnie d'Ève Gaumont. Merci, Ève. Merci à toi. Merci à vous, en fait. Et de David Beauchemin. Merci, David. Merci à vous autres. Et on se revoit au prochain épisode. Et d'ici là, on rêve peut-être de moutons électriques. Allez, bye bye.